Il y a une lumière que je n'ai jamais oubliée, et pourtant j'en ai vu des milliers s'allumer et s'éteindre à mes pieds dans les fermes et les bourgs qui bordent mes racines depuis 400 ans. Celle-là brûlait toujours au même endroit, tout en haut d'une maison de pierre blonde que vous appelleriez aujourd'hui un manoir, à 300 pas de mon tronc, derrière un mur de buis que le temps a fini par dévorer. Une petite fenêtre sous le toit avec des barreaux qu'on avait posés là non pour empêcher les voleurs d'entrer, mais pour empêcher quelqu'un de sortir. Je me souviens de l'odeur de cette nuit d'automne où tout a commencé à basculer. Une odeur de feuilles mouillées et de fumée de bois vert, celle qu'on sent quand les métayers rentrent les dernières gerbes avant les pluies. Le vent tournait à l'ouest, comme il fait toujours avant les grands orages du Périgord, et sous mon feuillage rouge j'entendais les voix de la maison qui montaient, étouffées par les volets, mais que le silence de la campagne portait jusqu'à moi comme portent les eaux calmes d'une rivière. Ce n'était pas une nuit de sang. Ce n'était pas une nuit de guerre ni de peste, de celle dont je vous ai déjà parlé et dont je garde la mémoire comme on garde une cicatrice sous l'écorce. C'était une nuit plus lente, plus sourde, une de ces nuits où l'on referme une porte sur quelqu'un sans même lever la main, simplement en tournant une clé, et où ce simple geste, répété chaque soir pendant des années, devient une violence plus grande que n'importe quelle bataille que j'ai connue. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qu'on a enfermée parce qu'elle avait aimé, un jour, avec trop de force, un homme que sa famille jugeait indigne d'elle. Je l'ai vue enfant courir sous mes branches en riant du vent qui soulevait ses jupes. Je l'ai vue jeune fille s'asseoir contre mon tronc pour lire des lettres qu'elle cachait dans les plis de sa robe. Et je l'ai vue, plus tard, à cette même fenêtre, une ombre immobile derrière des barreaux, pendant tant d'hivers que j'ai fini par perdre le compte des saisons qui passaient sur elle sans jamais la changer. Approchez-vous, si le vent le permet ce soir. Installez-vous sous mon ombre, là où l'herbe est plus tendre parce que mes racines la nourrissent depuis si longtemps. Je vais remonter le temps, comme je sais le faire, lentement, avec la patience d'un arbre qui n'a jamais eu besoin de courir après rien. Elle s'appelait, mais peu importe son nom, car les noms s'effacent plus vite que les souvenirs, et ce qui reste d'elle aujourd'hui, ce n'est pas la lettre qu'on gravait sur les registres de la paroisse, c'est la forme de sa présence, la manière dont elle habitait le monde. Appelons-la, comme je l'ai toujours appelée dans mon silence, la fille au corbeau, parce qu'enfant elle avait cette habitude étrange de leur parler, assise sous mes branches, les yeux levés vers les nids que je porte encore aujourd'hui dans ma ramure la plus haute. Elle était née dans cette maison de pierre blonde, la troisième d'une famille qui possédait plus de terre que n'importe qui d'autre dans la vallée. Des champs de blé qui descendaient jusqu'à la rivière, des vignes sur le coteau, des métairies dont les fermiers venaient chaque automne apporter leur dû dans la grande cour. Son père était de ces hommes qui confondent la possession des terres avec la possession des âmes qui vivent dessus, y compris celle de ses propres enfants. Sa mère, elle, s'effaçait dans les couloirs comme une ombre polie, ayant appris depuis longtemps qu'il ne servait à rien de s'opposer à un fleuve qui a choisi son lit. Mais l'enfant, elle, n'avait pas encore appris cela. Je me souviens de son rire, un rire trop fort pour une maison où l'on chuchotait, un rire qui montait jusqu'à mes branches basses quand elle grimpait sur mes racines noueuses pour observer le monde d'en haut, comme si elle voulait déjà, toute petite, voir plus loin que ce que sa famille lui permettrait de voir. Elle inventait des histoires aux corbeaux qui venaient se poser près d'elle, leur prêtant des voyages qu'elle-même rêvait de faire, des villes qu'elle ne connaissait que par les gravures d'un livre volé à la bibliothèque de son père. L'été de ses 12 ans, une grande sécheresse a frappé la vallée. Je vous en ai parlé autrefois, c'était le même été où le vieux berger a dû mener ses bêtes jusqu'à la rivière chaque soir, tant les prés étaient brûlés. Les fermiers priaient pour la pluie, et elle venait s'asseoir contre moi les après-midi les plus chauds, quand personne ne la cherchait, et elle me racontait, enfin elle racontait au vent, au corbeau, à l'ombre que je lui offrais, qu'elle ne voulait pas grandir pour devenir comme sa mère, silencieuse et pliée. Elle voulait, disait-elle en tordant les brins d'herbe entre ses doigts, aimer quelqu'un de tout son cœur, un jour, et que personne ne puisse le lui interdire. Je n'avais aucun moyen alors de savoir à quel point cette phrase d'enfant deviendrait prophétique, ni combien elle paierait cher le simple fait d'avoir voulu vivre ce qu'elle avait annoncé, ce jour-là, sous mon ombre, avec l'innocence terrible de ceux qui ne savent pas encore ce que le monde des adultes est capable de faire à ceux qui refusent de se plier. Il s'appelait Baptiste, et lui, son nom, je peux vous le donner, parce que les registres de la paroisse le mentionnent encore, quelque part, dans une écriture pâlie, fils de métayer qui travaillait depuis 3 générations les terres du bas, celles qui longent la rivière et qui donnent, les bonnes années, les plus beaux blés de la vallée. Un garçon aux mains déjà larges à 15 ans, qui savait lire grâce à un curé de passage, ce qui n'était pas si commun chez les fils de paysans de cette époque, et qui avait dans le regard cette curiosité tranquille que j'ai toujours reconnue chez ceux qui, plus tard, deviennent capables d'aimer sans calcul.
Ils se sont connus comme se connaissent les enfants de maître et les enfants de métayers dans ces vallées où tout le monde se croise sans jamais vraiment se voir. Aux moissons, quand toute la maisonnée descendait observer les gerbes se lever, aux vendanges, quand les rires des vignerons montaient jusqu'au coteau. Mais ce qui a changé entre eux, ce qui les a fait passer du simple croisement au véritable regard, s'est produit précisément ici, sous mes branches, un jour de juillet où elle avait 17 ans et où il en avait 19. Elle s'était réfugiée sous mon ombre pour échapper à la chaleur et à une conversation de la maison qu'elle jugeait insupportable. On parlait déjà à l'époque d'un mariage à organiser avec le fils d'un notable voisin, un homme qu'elle n'avait rencontré que 2 fois et dont elle ne se souvenait que de l'odeur du tabac froid sur ses vêtements. Baptiste, lui, traversait mon champ pour rejoindre le bas de la vallée où l'attendait son père, un fagot de bois sur l'épaule. Il l'a vue assise contre mon tronc, les genoux ramenés contre elle, le visage fermé d'une colère silencieuse. Et au lieu de baisser les yeux et de continuer son chemin, comme l'aurait voulu l'ordre des choses, il s'est arrêté et il lui a demandé, je n'ai pas entendu les mots exacts, mais j'ai vu la posture, j'ai vu l'hésitation dans ses épaules, ce qui n'allait pas. Ce qui a suivi, je l'ai vu se construire lentement, saison après saison, comme se construit tout ce qui dure vraiment. Des rencontres qui semblaient d'abord des hasards, elle qui se trouvait toujours à marcher du côté de la rivière à l'heure où il ramenait les bêtes, lui qui trouvait toujours un prétexte pour couper par mon champ, puis des rencontres qui n'avaient plus rien du hasard, organisées avec la minutie prudente de ceux qui savent qu'ils n'ont pas le droit de se voir. Sous mes branches, à la tombée du jour, quand la maison se croyait encore occupée à ses derniers travaux et que les métairies s'endormaient dans la brume du soir, je les ai vus grandir dans cette clandestinité comme grandit une plante à l'ombre, plus lentement, plus fragile, mais avec une force souterraine que rien ne semblait pouvoir arracher. Il n'y avait entre eux, je le sais, aucune promesse d'avenir raisonnable, ni terre, ni fortune, ni nom qui puisse s'accorder devant un curé sans provoquer un scandale. Il n'y avait que cela, le fait, simple et immense, qu'ils se choisissaient l'un l'autre chaque soir, malgré tout ce qui les séparait, et que sous mon ombre, au moins, personne ne venait leur dire que c'était impossible. Les secrets, dans les vallées comme la mienne, ne meurent jamais de leur propre poids. Ils meurent toujours d'une main qui fouille où elle ne devrait pas, d'un regard qui traîne un peu trop longtemps sur un visage qui rougit sans raison apparente, d'une servante qui parle un peu trop, un soir, à la cuisine, sans savoir que les murs des grandes maisons ont plus d'oreilles que n'en ont les bois. Ce fut une lettre ici qui a tout précipité. Une lettre que Baptiste avait écrite avec l'aide difficile de son savoir de lecture appris chez le curé. Une lettre maladroite et sincère, glissée dans le tronc creux d'un vieux pommier du verger, un lieu qu'ils avaient choisi comme cachette, pensant qu'il était plus discret que mon ombre trop visible depuis les fenêtres de la maison. Mais une servante, un matin, en cueillant les premières pommes tombées, avait trouvé le papier plié et, n'ayant su résister à la curiosité, l'avait porté, par bêtise ou par calcul, l'histoire ne le dit pas, à la mère de la jeune fille. Ce que j'ai vu ce soir-là, depuis mon poste immobile, c'est une agitation dans la maison que je n'avais pas connue depuis les nuits de la Révolution, quand les charrettes passaient sur le grand chemin, je vous en ai parlé autrefois, c'était le même chemin où l'on menait alors ceux qu'on jugeait ennemis de la nation, et où l'on menait cette fois-ci, avec une violence plus feutrée mais tout aussi implacable, une jeune fille dans le bureau de son père. Je n'ai pas entendu les mots qui se sont échangés derrière ces murs de pierre, mais j'ai vu, aux fenêtres, les ombres qui se déplaçaient avec la brutalité de la colère contenue, et j'ai vu, plus tard dans la nuit, une lumière s'allumer tout en haut de la maison, sous le toit, dans une pièce qui n'avait jamais servi qu'à entreposer de vieux meubles et des malles poussiéreuses. Cette lumière, je ne le savais pas encore, allait devenir la seule chose de cette jeune fille que je verrais pendant les années suivantes. Le père, m'a-t-on raconté bien plus tard par les fermiers qui commentaient l'affaire à voix basse en travaillant mes environs, avait décidé que sa fille ne sortirait plus de la maison tant qu'elle n'aurait pas accepté le mariage qu'on lui destinait. Quant à Baptiste, le message fut plus simple encore. Sa famille fut menacée de perdre la métairie qu'elle travaillait depuis 3 générations si le jeune homme s'approchait encore une seule fois du domaine. Un métayer sans terre, en ces années-là, c'était une famille jetée sur les routes, sans autre avenir que la mendicité ou l'exil vers les villes qui commençaient à dévorer les campagnes de leurs usines naissantes. Je n'ai jamais revu Baptiste s'approcher de mon tronc après cette nuit-là. Je l'ai aperçu, de loin, les années suivantes, traversant les champs du bas avec le dos plus courbé qu'il n'aurait dû l'être à son âge, portant sur ses épaules non seulement les fagots de bois, mais quelque chose de plus lourd encore, quelque chose que je reconnais chez les hommes qui ont dû choisir, un jour, entre l'amour et la survie de ceux qu'ils aiment, et qui n'ont jamais pu se pardonner d'avoir dû choisir. C'est ici que commence la partie la plus longue de cette histoire,
est la plus difficile à raconter, parce qu'il ne s'y passe presque rien, et c'est précisément cela, l'absence de tout événement, qui constitue la violence de ce que je vais vous décrire. La jeune fille fut installée dans cette chambre sous les combles, celle dont je vous ai parlé au début de ce récit, avec des barreaux qu'on fit poser aux fenêtres sous prétexte, disait-on aux visiteurs, de la protéger d'elle-même, car la rumeur, savamment répandue par sa propre famille, prétendait qu'elle souffrait d'une mélancolie dangereuse, d'une fragilité nerveuse qui nécessitait qu'on la tienne éloignée du monde. C'était, je le sais maintenant, après avoir vu se répéter tant de fois ce même mensonge à travers les siècles sur d'autres femmes, dans d'autres maisons de cette vallée, la formule la plus commode qu'on ait trouvée pour transformer une punition en soin, une prison en protection. On ne l'enferma pas à double tour tous les jours. Il faut être juste dans ce que je raconte, car ce ne fut pas toujours une cellule au sens strict. Certains jours, on la laissait descendre pour les repas, silencieuse, assise au bout de la table sous le regard de son père qui ne lui adressait plus la parole. Certains étés, on la laissait marcher dans le jardin clos, sous surveillance, jamais seule, jamais assez loin pour apercevoir mes branches par-dessus le mur de buis. Mais chaque soir, invariablement, la porte de la chambre sous les combles se refermait à clé, et cette clé, c'était son père qui la gardait, attachée à sa ceinture comme un trophée silencieux de sa victoire sur ce qu'il appelait, dans les rares mots qu'on lui a connus sur le sujet, son égarement. Les saisons passaient sur elle sans qu'elle en change le cours. Je la voyais certains soirs s'approcher de la fenêtre baraudée, sa silhouette découpée dans la lumière d'une chandelle, et rester là, immobile, tournée vers la vallée, vers le bas où travaillait encore, quelque part, l'homme qu'on lui avait interdit d'aimer. Je ne sais pas si elle me voyait, moi, dans l'obscurité, mais je veux croire que oui. Je veux croire que dans ces heures les plus longues, elle cherchait la forme de mon tronc dans la nuit, comme on cherche la présence d'un vieil ami qui ne peut rien faire, sinon rester là, fidèle, à attendre avec vous que le temps passe. Un printemps, je me souviens que c'était le même printemps où la vieille Marguerite dansait encore sous moi malgré son grand âge, cette même saison de contraste où la vie continuait, insouciante, tout autour d'un chagrin qu'elle ignorait. Un printemps donc, on maria de force la jeune fille à l'homme que sa famille avait choisi depuis le début. La cérémonie se fit dans la chapelle du domaine, discrète, sans les festivités habituelles, comme si l'on célébrait moins une union qu'un règlement de compte familial enfin conclu. Je l'ai vue traverser la cour ce jour-là dans une robe qui n'avait rien de la joie qu'on prête d'ordinaire à ses habits, et j'ai su, à sa démarche, à la manière dont elle gardait les yeux baissés, qu'une part d'elle-même venait de mourir sans qu'aucune tombe ne soit jamais creusée pour la pleurer. Le mariage ne changea presque rien à sa réclusion. Son mari, un homme plus âgé qu'elle de 15 ans, aussi froid que son propre père l'avait été, la considérait davantage comme une acquisition à surveiller que comme une épouse à aimer. La chambre sous les combles fut abandonnée, certes, remplacée par des appartements plus dignes de son nouveau rang, mais la surveillance, elle, ne cessa jamais vraiment. On ne l'enfermait plus à double tour, mais on ne la laissait plus non plus sortir seule, et les années qui suivirent ressemblèrent, pour elle, à une prison dont on aurait simplement agrandi les murs, sans jamais ouvrir la porte. Je vais m'écarter un instant du fil de cette histoire, parce qu'il y a une chose que 400 ans d'observation m'ont appris sur les hommes et sur les femmes, et cette chose mérite d'être dite ici, dans cette pause que m'offre le récit avant son dernier chapitre. J'ai vu au fil des siècles bien d'autres femmes enfermées dans cette vallée pour des raisons qui, résumées, se ressemblent toutes. Elles avaient trop aimé, trop parlé, trop pensé, trop voulu choisir elles-mêmes la forme de leur propre vie. Certaines, on les a enfermées dans des couvents où elles n'avaient jamais souhaité entrer. D'autres, dans des mariages qui étaient des prisons sans barreaux visibles mais tout aussi infranchissables. D'autres encore, comme celle dont je vous parle ce soir, littéralement, physiquement, derrière une porte fermée à clé par un père ou par un mari qui se croyait investi du droit de décider, à leur place, de ce qui était bon pour elles. Ce qui me frappe, en observant tout cela depuis mon immobilité, c'est que ceux qui enfermaient ces femmes ne se pensaient presque jamais comme des geôliers. Ils se pensaient comme des protecteurs, des gardiens de l'honneur familial, des hommes agissant pour le bien de celles qu'ils privaient pourtant de tout ce qui rend une vie vivable, le mouvement, le choix, la parole libre, l'amour choisi. Cette confusion entre la possession et la protection, je l'ai vue traverser les siècles sans presque jamais s'effacer, changeant seulement de costume selon les époques, mais gardant toujours la même structure profonde. Quelqu'un décide, au nom de l'amour ou de l'honneur, qu'un autre être humain n'a pas le droit de disposer de son propre cœur. Je ne juge personne, vous le savez, ce n'est pas mon rôle sous ce ciel. Mais je garde en mémoire, gravé dans mes anneaux les plus profonds, la forme précise de cette violence silencieuse, celle qui ne laisse ni sang ni cri, mais qui use une vie entière, goutte après goutte, comme l'eau use la pierre la plus dure, jusqu'à ce qu'il ne reste plus, au fond, qu'une ombre polie
qui a appris à ne plus rien attendre. Elle vécut encore de longues années dans ce mariage sans amour, et elle eut des enfants, 3 je crois me souvenir, que j'ai vus grandir dans la cour du domaine avec une liberté qu'elle-même n'avait jamais connue, ce qui, je l'imagine, dut être pour elle à la fois une consolation et une blessure renouvelée chaque jour. Elle vieillit dans cette maison de pierre blonde, devenant à son tour cette ombre silencieuse qu'avait été sa propre mère, ayant appris, elle aussi, qu'il ne servait à rien de s'opposer à un fleuve qui a choisi son lit. Mais il y eut un dernier automne, celui de ses 60 ans passés, où quelque chose se produisit que je veux vous raconter avant de refermer cette histoire. Son mari était mort depuis quelques années déjà, et elle vivait alors dans une liberté tardive, amère parce que trop tardive, mais réelle malgré tout. Un après-midi de septembre, sous une lumière dorée qui n'appartient qu'à cette saison dans notre vallée, je l'ai vue traverser le champ qui sépare la maison de Montron, marchant lentement, appuyée sur une canne, mais marchant seule, sans surveillance, pour la première fois depuis près d'un demi-siècle. Elle s'est assise contre moi, exactement à l'endroit où, enfant, elle parlait au corbeau, exactement à l'endroit où, jeune fille, elle avait rencontré Baptiste pour la première fois. Elle est restée là longtemps, silencieuse, le visage tourné vers le bas de la vallée, vers ces terres où avait vécu toute sa vie l'homme qu'on lui avait interdit d'aimer et dont elle avait appris, quelques années plus tôt, par une rumeur venue de loin, qu'il ne s'était jamais marié, qu'il avait vécu seul dans la petite maison de ses parents jusqu'à sa propre mort. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé, ce jour-là, sous mes branches. Je ne peux que constater ce que j'ai vu, une vieille femme assise contre un vieux chêne, dans la lumière d'un automne qui ressemblait à tous les automnes que j'ai connus, et pourtant différent, parce qu'il portait en lui, je crois, quelque chose comme une forme tardive de paix. Elle a posé sa main sur mon écorce, comme le font parfois les gens qui viennent chercher auprès des arbres une consolation que les hommes n'ont pas su leur donner, et elle est restée ainsi jusqu'à ce que le soleil descende derrière la colline. Elle mourut l'hiver suivant, dans son lit, entourée de ses enfants. On ne sait pas si elle a jamais pardonné à son père, mort depuis longtemps déjà, ni si elle a jamais cessé, au fond d'elle-même, d'attendre une vie qui n'était pas venue. Mais je garde d'elle ce dernier souvenir, celui d'une femme assise sous mon ombre, libre enfin, même si cette liberté était venue trop tard pour réparer ce qu'on lui avait pris. Le vent s'est calmé maintenant, et la nuit est tombée tout à fait sur la vallée. Les lumières du bourg s'allument une à une, électriques désormais, si différentes de la chandelle qui brûlait autrefois derrière des barreaux. La maison de pierre blonde existe encore, je la vois d'ici, transformée en gîte pour les touristes qui viennent chaque été chercher, sans le savoir, un peu de la paix que cette femme n'a trouvée, elle, que dans ses derniers mois de vie. Le mur de buis a disparu depuis longtemps. Le pommier du verger, celui qui gardait leurs lettres, est tombé un jour de tempête, il y a bien longtemps déjà, et personne n'en a replanté un autre à sa place. Mais moi, je suis toujours là, avec mes racines qui plongent plus profond chaque année dans cette terre qui a vu passer tant d'amours interdits, tant de portes fermées à clé, tant de femmes qu'on a voulu réduire au silence. Je ne raconte pas ces histoires pour vous accabler, ni pour juger ceux qui ont fait le mal en croyant peut-être faire le bien. Je les raconte parce qu'elles méritent, après tant d'années de silence, d'être enfin entendues, parce qu'une vie enfermée derrière une fenêtre barodée n'a droit au minimum qu'à ceci, qu'on se souvienne d'elle, un soir, sous un arbre, et qu'on prononce, même sans nom, la vérité de ce qu'elle a traversé. Si vous êtes encore là, sous mon ombre, à m'écouter, revenez demain. J'ai 400 ans de souvenirs, et celui de demain vaut la peine d'être entendu. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.